Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons détailler pour un niveau terminal S ce que c'est que l'on appelle la dualité onde-corpuscule. Tout d'abord, il faut comprendre que lorsqu'on parle de dualité onde-corpuscule, on parle principalement, mais pas uniquement, de la lumière. Pour la lumière, en tant qu'objet physique d'étude, deux théories bien différentes se sont très longtemps affrontées. Certains y voyant des particules en mouvement, là où d'autres y voyaient une onde. Les particules en mouvement, c'est la théorie qui a été la communément admise pendant le plus de temps, à savoir en gros depuis l'Antiquité, même s'il y a toujours eu en permanence des scientifiques qui penchaient des deux bords. Ce qui était l'argument principal pour l'idée de particules en mouvement, c'était le fait qu'on voit très facilement dans plein de conditions apparaître les rayons lumineux, des lignes droites, et beaucoup de gens pensaient qu'on avait donc affaire à des petits objets qui se déplaçaient en permanence en ligne droite et étaient arrêtés par les obstacles, ce qui faisait apparaître les différents rayons de lumière. Parmi ces personnes, on peut citer à titre d'exemple Isaac Newton, donc un scientifique de poids pour son époque, et il y en a pléthore d'autres. Ça a été une vue qui a dominé pendant très très longtemps. Une vue qui a dominé, à dire vrai, jusqu'à ce que Francesco Grimaldi, au XVIIe siècle, réalise la première expérience documentée et commentée de diffraction avec des ondes lumineuses. C'est-à-dire qu'il a fait passer un rayon, il a capté des rayons qu'il a fait passer dans un trou suffisamment petit pour faire apparaître une figure de diffraction. Or, la diffraction, c'est un phénomène qui est caractéristique des objets physiques qu'on appelle des ondes. Très connu à l'époque pour tout ce qui est ondes matérielles, on peut prendre l'exemple de la houle, le son. La diffraction, quand on a commencé à la constater sur de la lumière, ça a commencé à sérieusement faire basculer la communauté scientifique vers l'idée que la lumière était bel et bien une onde. Les travaux de Grimaldi ont ensuite été repris par de nombreux scientifiques. On peut citer Huygens, Young ou Fresnel qui ont repris, démultiplié ces expériences et qui y ont ajouté pour la plupart des expériences d'interférence, autres phénomènes caractéristiques des ondes. Donc lorsqu'on arrive sur la fin du XVIIIe siècle, la communauté scientifique est plutôt d'accord sur le fait que la lumière doit être une onde, même s'il y a encore des défenseurs de l'idée que la lumière c'est un flux de particules. Et ce qui fait vraiment basculer l'ensemble de la communauté scientifique, en tout cas la très grande majorité, du côté de la théorie ondulatoire de la lumière, ce sont les travaux de Maxwell qui, au XIXe siècle, posent les bases de ce qui explique le comportement de l'ensemble des ondes électromagnétiques au sens large, puisque depuis on a découvert que la lumière n'était pas la seule onde électromagnétique. À partir de là, on reste sur le modèle ondulatoire jusqu'à ce qu'un phénomène bien particulier apparaisse et qu'on ne puisse plus l'expliquer par l'idée que la lumière est une onde. Cette découverte, c'est celle de l'effet photoélectrique. On la doit à Heinrich Hertz, qui s'est aperçu qu'en envoyant de la lumière sur certains matériaux, il était possible, sous l'influence de cette lumière, d'arracher des électrons au métal. Jusque-là, rien de surprenant, la lumière étant une onde, elle doit véhiculer une énergie, et donc, lorsqu'il découvre ça, il se dit logiquement que c'est une question d'énergie, et que, à partir d'un certain seuil d'énergie communiquée à l'onde lumineuse, on est capable d'arracher les électrons. Donc partant de là, il démultiplie les expériences, il étudie le phénomène sous toutes les coutures. Et les conclusions de ces expériences ne sont pas du tout en accord avec l'idée que la lumière est une onde. Pourquoi? Parce qu'il s'aperçoit que les conditions pour que les électrons soient arrachés, ce n'est pas l'énergie, c'est l'existence, selon le type de matériau, d'une fréquence seuil. Une fréquence à partir de laquelle les électrons veulent bien être arrachés. Alors, la logique, au début, personne ne la comprend, puisqu'on a donc ce qu'on estime être une onde qui arrive sur un matériau et qui va en arracher des particules, les électrons. Pour arracher une particule, on se dit logiquement qu'il faut atteindre une certaine énergie à transférer aux particules pour qu'elles puissent être arrachées. Or, on se rend compte que, alors, certes, lorsqu'on change l'énergie, lorsque les électrons sont arrachés et qu'on augmente l'énergie, on en arrache plus, mais par contre que tant qu'on n'est pas à une fréquence donnée minimum, on est incapable d'arracher les électrons, même avec un faisceau de très haute énergie. Et ça remet totalement en cause, à l'époque, l'idée comme quoi la lumière est une onde.
Et celui qui va apporter une hypothèse qui va permettre d'expliquer ce phénomène, c'est Einstein. En 1905, il arrive avec sa théorie selon laquelle la lumière n'est en fait pas réellement une onde, comme le montrent pourtant toutes les expériences des dernières années, mais bien comme on l'a longtemps supposé avant, un flux de particules, des particules que lui n'appelle pas mais qui seront plus tard appelées des photons, ceux que vous connaissez, et que ces particules, en fait, portent chacune ce qu'on appelle un quanta d'énergie, c'est-à-dire que chaque particule va avoir une énergie bien précise qu'elle transporte. Cette énergie dépend entre guillemets de sa vitesse, mais comme toutes les particules de lumière, les photons se déplacent à la célérité de la lumière dans les différents milieux, ça ne sera pas différent. Et donc en fait l'énergie que porte chaque photon, Einstein postule qu'elle est liée à sa fréquence nue. L'énergie d'un photon, c'est h, constante de Planck, fois la fréquence nue. Et cette théorie-là, elle permet d'expliquer l'effet photoélectrique. Puisque du coup, on était parti du principe qu'on peut arracher des électrons que s'ils reçoivent une énergie suffisante. Mais si on considère que la lumière n'est pas une onde, mais un flux de particules, un électron va être arraché quand il va être percuté par un photon qui porte une énergie suffisante. Or, la proposition d'Einstein, c'est que l'énergie transportée par un photon dépend de la fréquence de la lumière qui lui est associée. En conséquence, pour qu'un électron soit arraché, il faut que le photon ait une énergie suffisante qui a donc une valeur limite, et cette valeur limite, d'après la formule E égale H fois nu, et bien cette valeur elle est liée uniquement à nu, donc uniquement à la fréquence. Pour un type d'électron donné, dès qu'on dépasse cette fréquence-là, on est capable de les arracher avec des photons. Et ainsi Einstein arrive avec une proposition qui permet de justifier le fait que la lumière, c'est bien un flux de particules, tout en faisant communiquer ça avec l'aspect ondulatoire. C'est donc à partir de la théorie d'Einstein qu'on va, la communauté scientifique va se mettre d'accord sur un paradigme qui est accepté encore aujourd'hui. Le fait que la lumière, c'est bel et bien un flux de particules que l'on va décider d'appeler des photons, qui se déplacent tous donc à une même vitesse dans chaque milieu. Mais ces flux de particules, quand on n'a pas un photon isolé, mais qu'on a un ensemble de photons qui se déplacent dans la même direction, ce flux de particules va se comporter comme une onde, telle que les a décrites Maxwell dans sa théorie de l'électromagnétisme. Dès lors, les photons, ce n'est pas que pour la lumière visible, on associe des photons à toutes les ondes électromagnétiques, quelle que soit leur fréquence, et justement, si je parle de fréquence, c'est parce qu'il faut bien avoir conscience que on est capable de caractériser un flux de photons par une fréquence, puisqu'il a les mêmes propriétés qu'une onde, et une onde est caractérisée par ou sa longueur d'onde ou sa fréquence. Donc à partir du début du XXe siècle, on se met d'accord sur le fait que la lumière, c'est une onde électromagnétique, mais qui est composée d'un flux de particules qu'on appelle des photons. Dans les années qui suivent la proposition d'Einstein, bien sûr, la communauté scientifique est en ébullition et chacun tente de compléter la théorie à sa manière. Mais il y en a un qui va il y a un physicien qui va faire une proposition particulièrement intéressante, c'est Louis de Broglie en 1923. Louis de Broglie qui va partir de l'idée que si un flux de photons peut composer un phénomène qui correspond à une onde, c'est peut-être le cas en fait avec toutes les particules de matière. Et il va se dire qu'un flux de particules matérielles est peut-être capable d'avoir un caractère ondulatoire. Il va en poser la théorie avant qu'elle soit vérifiée très rapidement par d'autres scientifiques. Il va partir du principe que à tout flux de particules matérielles, on va pouvoir associer une onde de longueur d'onde lambda qui va être égale à la constante de Planck divisée par P, la quantité de mouvement des particules. Donc c'est valable pour des photons, mais c'est aussi valable pour toute particule matérielle qu'on pourrait mettre en mouvement avec une quantité de mouvement significative. Du coup, pour une particule différente d'un photon qui a une masse et une vitesse donnée, vitesse modulable, la longueur d'onde qui va être associée à un flux de particules, donc des électrons, des protons, des neutrons, des neutrinos, etc., elle va être égale à la constante de Planck sur le produit de la masse de la particule par sa vitesse. Cette relation, elle va se trouver vérifiée par de nombreuses expériences, dont une expérience que je vais décrire de manière simplifiée tout de suite. Cette expérience, en plus de vérifier la relation qu'a proposée Louis de Broglie, elle a le gros intérêt de mettre en évidence les débuts, les prémices de ce que l'on va appeler la mécanique quantique. Cette expérience, elle consiste à faire passer un flux d'électrons à travers une ouverture
ronde de très très petit diamètre et d'observer les impacts de ces électrons sur un écran de l'autre côté. Ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on fait passer que quelques électrons à travers le trou, les impacts se font d'une manière qui semble complètement anarchique, sans aucun ordre, et on se rend compte à ce moment-là qu'on est absolument incapable de prédire précisément la trajectoire d'un électron, puisque là j'ai mis quelques points sur l'écran, mais en réalité ils peuvent se retrouver, quand on balance un seul électron à travers un trou comme ça, il va se retrouver sur l'écran à absolument n'importe quelle position. Et en fait, il faut augmenter significativement le nombre d'électrons qui passent à travers le trou pour commencer à voir se dessiner des zones de l'espace où il y a plus d'impact que d'autres. Et en réalité, il va falloir en faire vraiment beaucoup des impacts pour voir se dessiner les zones où les électrons vont préférentiellement aller s'écraser. Ça, c'est un des postulats de base de la physique quantique. En fait, on se rend compte que pour de petites particules comme les électrons, on ne peut pas prédire précisément le comportement d'une particule. Mais que, en revanche, quand on atteint un nombre suffisant de particules observées, on est incapable de dire où est chaque particule individuellement, mais on est tout à fait capable de dire dans quelle zone de l'espace et dans quelle proportion les différentes particules vont aller se loger. En fait, la mécanique quantique, c'est l'imprédictibilité des mouvements d'une particule unique, mais en revanche, le fait que sur un échantillon statistique suffisamment important, donc un grand nombre de particules, on va savoir quelle proportion de l'échantillon vont avoir tel ou tel comportement. Et ce qu'on se rend compte du coup, et qui vérifie la théorie de Louis de Broglie, c'est le fait que lorsqu'on fait passer donc des électrons à travers un trou, il se dessine une figure de cercle concentrique. Les électrons font des impacts sur des cercles concentriques avec des zones avec nettement moins d'impact entre chaque cercle, et que ça, ça ressemble singulièrement à la figure de diffraction qu'on obtient lorsque de la lumière passe à travers une ouverture circulaire. Et donc à partir de là, on fait des expériences multiples et on se sert maintenant même carrément de flux d'électrons pour étudier la matière en cristallographie, en étudiant justement les figures de diffraction qui apparaissent, pour vous donner une idée des exemples d'applications qu'on peut avoir. Donc, le XXe siècle, c'est vraiment le siècle où on unifie toutes les théories et où on comprend que la lumière, c'est un flux de particules qui se comporte comme une onde, mais qu'en fait tout flux de particules est capable d'avoir ce même comportement ondulatoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. À bientôt.